célébration de la nuit du destin par les musulmans de Côte d'Ivoire. Pardon, partage et réconciliation au cœur des prêches des imams. La cérémonie officielle a eu lieu en présence du chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement à la mosquée de la Riviera Golfe. Nettoyons chaque jour devant nos maisons. C'est la nouvelle campagne trouvée par la Côte d'Ivoire pour redonner un visage radieux à ces villes. Elle a été lancée hier par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a elle-même donné un coup de balai en guise d'exemple. La RTI et la RTB échangent des programmes. Les deux télévisions viennent de signer une convention de partenariat pour enrichir mutuellement la variété des programmes offerts à leur public. Et puis au Zimbabwe, Robert Mugabe a été proclamé vainqueur de la présidentielle avec 61% des voix. L'opposition dénonce des irrégularités, annonce qu'elle boycottera le gouvernement issu des urnes. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Un journal dont la partie magazine a pour invité le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts, M. Cissé Aboubakari. Avec lui, nous parlerons dans quelques instants de l'impôt foncier, des mesures prises par l'État pour alléger l'impôt foncier et des raisons pour lesquelles il faut payer l'impôt. Les musulmans de Côte d'Ivoire ont célébré dans la nuit de samedi à dimanche la nuit du destin. C'est à la mosquée de la Riviera Golfe que s'est tenue la cérémonie officielle en présence du chef de l'État et de plusieurs membres du gouvernement. L'imam de la mosquée de la Riviera Golfe, El Hadj Traoré, a invité les fidèles au pardon et au partage. Le compte-rendu d'Ali Diarra-Souba. Aucun fidèle musulman ne veut laisser passer l'occasion de glaner les mérites de 1000 mois d'adoration, pas même le chef de l'État qui, malgré son agenda hyper chargé, s'est rendu ce samedi nuit à la grande mosquée de la Riviera Golfe pour prendre part à la célébration officielle de la nuit d'Al-Qadr, la nuit du destin. Ce cérémonial organisé par le COSIM, le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire, a connu plusieurs temps forts, notamment la conférence principale autour du thème « Le mois béni de Ramadan, école de promotion des valeurs spirituelles et morales ». Pour le conférencier, la finalité du jeûne de Ramadan est d'atteindre la piété, tendre vers la perfection. Comme à l'accoutumée, cette édition a enregistré des prêches en langue, l'atié au niveau national et le yoruba pour le compte de la CEDEAO, une manière de souligner l'universalité de l'islam, tout en insistant sur la philosophie du Ramadan qui est d'anoblir les comportements. Le guide de la communauté musulmane nationale, le cheikh Boakari Fofana, président du COSIM, a salué la sollicitude du président Ouattara aux côtés de la communauté musulmane. Nuit de spiritualité par excellence, la célébration officielle de la nuit d'Al-Qadr aura été aussi le creuset d'invocations à la gloire de Dieu, ainsi que des prières à la mémoire du prophète de l'islam. Très heureux, le chef de l'État, Alassane Ouattara, s'est réjoui de cette initiative du COSIM qui a aussi permis de faire l'apologie de la paix et de la cohésion sociale. Je ne peux que remercier les imams, le cheikh Fofana et tous les manas et leur dire que ce message est un message de paix pour la nation, pour tous les Ivoiriens, pour toute la population qui vit en Côte d'Ivoire. Bien sûr, nous sommes tout à fait en phase et nous prions tous ce soir comme tous les jours que toutes les religions prient pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour exprimer justement cette joie, le chef de l'État a fait don de 5 millions de francs CFA au Conseil supérieur des imams. L'église messianique de Côte d'Ivoire a 50 ans. De nombreuses manifestations sont prévues dans le cadre de la célébration de ce cinquantenaire. Le ton a été donné dans le village d'Akradion à Dabou et on y va avec Hervé Blé. C'est à Akradio, village du département de Dabou, que les fidèles messianiques se sont donné rendez-vous pour rendre grâce à Dieu, lui dire merci pour les 50 ans de vie de leur église. À l'origine de l'église messianique, une révélation divine faite en 1963 au prophète Josué Etro, fidèle à cette époque de l'église protestante méthodiste du village d'Akradio. Pour marquer l'ouverture du cinquantenaire, un culte d'action de grâce. Le chef suprême et président de l'église messianique, son éminence Ahmed Lasma Etienne, a demandé à l'occasion aux fidèles de se laisser dompter par la lumière réparatrice. Dans le message, et comme l'enseignait le chef spirituel de l'église, le prophète Edro Josué, les fidèles messianiques et avec eux les Ivoiriens dans leur ensemble
ont été invités à marcher de même pas. Que l'église messianique de Côte d'Ivoire retrouve pendant l'année de son jubilé son unité, c'est la prière des fidèles réunis à son siège à Akradio et qui entendent célébrer avec faste le demi-siècle d'existence de leur église. Le pèlerinage de Lourdes 2013 se prépare activement afin d'accomplir avec sérénité ce voyage à la rencontre de Jésus-Christ Sauveur. Les organisateurs ont échangé avec les pèlerins sur les modalités pratiques de ce voyage. La rencontre a été suivie d'une messe à l'église Sainte-Famille de la Riviera. Le reportage de Thérèse Aubry. L'Eucharistie, source de conversion et de réconciliation. Détruire l'homme ancien pour revêtir l'homme nouveau. C'est autour de ce thème que les organisateurs et les pèlerins ont échangé. Cette destruction de l'homme ancien pour devenir un homme nouveau ne peut se faire qu'avec notre Seigneur Jésus-Christ dans ce sacrement des sacrements qu'est l'Eucharistie. Cette méditation pour l'aumônier du pèlerinage de Lourdes est un temps favorable pour le pèlerin pour s'ouvrir intérieurement à Jésus qui le connaît peut-être mieux que lui-même. Mais c'est Jésus qui prend le risque de l'associer à son œuvre de salut. C'est aussi un moment pour le pèlerin pour se rendre disponible à l'Esprit Saint, source de vie, avant sa marche à l'appel de Jésus. Le pèlerinage est une rencontre avec Dieu. Quel que soit le lieu, c'est Dieu que nous partons rencontrer. Mais si le pèlerin met dans sa tête que c'est un voyage d'agrément, de loisirs, de plaisir, il perdra ce fil conducteur-là et le pèlerinage, pour ma foi, sera quelque chose de raté. Le pèlerinage étant un moment de partage, d'amour, de conversion, de réconciliation, le pèlerin devra alors porter sur les autres un regard qui ne condamne pas, mais un regard qui est capable de compassion, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Ces échanges ont été suivis d'une messe pour dire merci à Dieu pour tous les bienfaits et lui confier le voyage prévu dans moins de 10 jours. Nous devons chaque jour rendre notre environnement propre. Les autorités ivoiriennes viennent de lancer une campagne de sensibilisation dénommée « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Le top départ a été donné hier dans les communes de Marcory par la première dame de Côte d'Ivoire, Mme Dominique Ouattara, qui a elle-même donné un coup de balai en guise d'exemple. Une ville d'Abidjan débarrassée de toute ordure pour que les populations aient un cadre de vie propre, agréable et sain, c'est un vœu cher au président de la République, Alassane Ouattara. Pour le traduire, c'est la première dame Dominique Ouattara elle-même qui, donnant l'exemple par un beau coup de balai dans la commune de Marcory, a lancé ce samedi matin l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Cette opération de salubrité publique initiée par le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable a reçu tout le soutien des élus communaux, dont le maire de Marcory, Abi Raoul, qui a lancé le défi de faire de Marcory la cité la plus propre du district d'Abidjan. Quant au président de l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, le maire François Albert Amichia, il a traduit la reconnaissance de toutes les mairies de Côte d'Ivoire aux organisateurs de cette opération de salubrité. Le gouvernement, avec au premier chef le président de la République, est véritablement engagé dans la lutte, a exposé le ministre de l'Environnement Alakwadio Rémy, qui a mis le doigt sur les nombreuses actions déjà posées. Le gouvernement déploie des efforts non seulement en termes de moyens financiers, avec environ 20 milliards par an dépensés, mais également en termes de moyens matériels et logistiques. En témoigne le don récent de plus de 5 milliards de francs de matériel de salubrité fait à plus de 160 communes par son Excellence, Monsieur le Président de la République, et également prochainement un don de 105 millions de francs CFA de matériel de salubrité qui sera fait à 16 communes de l'intérieur. Un appel d'offres international sera lancé dans les prochains jours afin d'avoir un opérateur de dimension internationale pour le ramassage des ordures à Abidjan. Aujourd'hui, nous procédons au lancement de l'opération « Nettoyons chaque jour devant nos maisons ». Il s'agit de faire en sorte que chaque ménage
après avoir nettoyé l'intérieur de sa maison, nettoie également l'extérieur, notamment l'emprise de sa clôture sur la rue. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a investi les ambassadrices de cette campagne de salubrité, à savoir l'association des épouses des ministres, avec au premier rang l'épouse du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, la coalition des femmes leaders de Côte d'Ivoire, les femmes du Vivrier. Mes chères sœurs, je vous envoie en mission et faites que chacune des femmes dans les communes où vous irez soit convaincue. Il faut vraiment balayer devant sa porte. Mais avant de laisser ses ambassadrices aller porter le message dans les différents sites de lancement éclatés de cette campagne de sensibilisation, la première dame de Côte d'Ivoire a lancé à toute l'assistance un appel à une prise de conscience pour mettre fin à l'insalubrité à Abidjan. Il convient de faire de la salubrité notre premier rempart contre toute menace à la santé de nos enfants. Nous le savons, la propreté, c'est la santé, et la santé, c'est la vie. Un appel relayé par ce duo d'artistes. La capitale économique est devenue la capitale des ordures. Et comme vous avez pu le voir, la première dame de Côte d'Ivoire a donné un coup de balai dans la commune de Makori. Les épouses des ministres ont suivi son exemple. Elles ont aussi donné des coups de balai au quartier Sogefia, dans les communes de Cocody. Victorine Yaoyoboui nous en dit plus. On a coutume de dire qu'une image vaut plus que 1000 mots. C'est ce que pensent les épouses de ministres qui ont choisi à la place des discours de prendre le balai. Et pour balayer où? La rue, le domaine public. Là, c'est pas chez moi. Et là, c'est la rue, c'est pas chez quelqu'un. Mais ça doit être propre. C'est simplement ce qu'on veut dire, c'est qu'il faut aller désormais au-delà de nos maisons. Il faut faire en sorte que toutes les rues dans nos communes soient propres. Voici le sens un peu de ce geste qu'on vient tout d'exécuter. Ce geste, le ministère de l'Environnement et de la Salubrité urbaine veut en faire une habitude chez tous les Ivoiriens. Chaque habitant de ce pays devrait avoir le réflexe de la salubrité. Et ce n'est pas le ministère en charge de l'environnement qui va le faire, mais c'est les habitants eux-mêmes. C'est le niveau local et je le répète. C'est la commune de Cocody qui a été choisie pour cette phase pratique de l'opération Nettoyons toujours devant nos maisons, pour dire qu'aucune commune n'est mieux lotie dans cette affaire de salubrité. Et le comité local de la salubrité investi à l'occasion le prend comme un défi à relever pour le prestige de Cocody. Mais pour que Cocody retrouve son prestige, il faut aller plus loin et le conseil municipal de la commune en est conscient. Le quartier où nous sommes, vous voyez, il y a un problème de ravalement des façades. Et je pense que Cocody présente souvent une certaine laideur, mais il suffit tout simplement d'une couche de peinture pour que tout soit reluisant. Donc on va balayer certes, mais nous prenons à cœur ce problème de ravalement des façades. L'opération Nettoyons toujours devant nos maisons concerne toutes les villes de Côte d'Ivoire et va durer 3 mois. À terme, un prix sera décerné à la ville la plus propre du pays. La radiodiffusion télévision ivoirienne vient de signer une convention de partenariat avec la radiodiffusion télévision burkinabé pour échanger des programmes en vue d'enrichir mutuellement la variété des programmes offerts au public de ces deux chaînes de télévision. Le partenariat a été signé au cours de l'ouverture de l'antenne régionale de la RTB à Goua, dans le sud-ouest du Burkina. Le reportage de notre envoyé spécial au Burkina, Herman Yamia. La RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne, et la RTB, la radiodiffusion télévision du Burkina Faso, résolument engagées dans une dynamique de développement. À travers cette signature de convention de partenariat, ces deux médias d'État entendent partager leurs expertises afin d'offrir des programmes de qualité à leurs publics respectifs. La convention de partenariat entre la RTB et la RTI offre une plateforme qui va nous permettre, sur le plan du traitement de l'actualité, de disposer des correspondants RTB au sein de la RTI et des correspondants RTI au sein de la RTB pour les fois où l'actualité commande une levée d'informations assez urgente, de la RTI à la RTB, nous avons la possibilité de collecter des informations, de les traiter et de nous les envoyer mutuellement. Nous allons pouvoir échanger des programmes qui ont marché dans chacun des pays. Donc, ça peut être des émissions ou des films, des séries.
Donc nous allons sélectionner de part et d'autre et échanger ces programmes afin de permettre aux populations de découvrir des volets de la culture de l'autre pays qu'ils ne connaissaient pas. Cette convention vient confirmer la volonté des chefs d'État Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et de Blaise Compaoré du Burkina Faso de renforcer davantage les liens de coopération et d'amitié qui lient ces deux peuples. Outre la signature de la convention, le directeur général de la RTI, Amadou Bakayoko, participait également à l'ouverture de la direction régionale de la RTB à Gawa, ville située à 460 km au sud-ouest de Ouagadougou, la capitale burkinabé. L'ouverture de cette direction régionale à l'exemple de RTI Bouaké, selon le ministre burkinabé de la communication Alain-Edouard Traoré, a pour objectif de se rapprocher davantage des populations de l'intérieur du pays. Au Burkina, les 13 régions que compte le pays ont également bénéficié d'une direction régionale. Avant cette double cérémonie, le directeur général de la RTI a participé à une opération de planting d'arbres. La planification est un outil important pour une meilleure mise en œuvre du plan national de développement et pour outiller les responsables en charge de la planification et des statistiques au sein des ministères techniques. Une conférence a été organisée. On en parle avec Noël Niagno. Le développement de la Côte d'Ivoire, la voie est désormais tracée. Le PND, Plan national de développement sur la période 2012-2015. Son fondement, faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Les ministères sectoriels et les institutions publiques doivent être outillés, leur capacité renforcée aux méthodes et outils prospectifs. Il s'agit de la planification stratégique, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation. Le développement ne doit pas se faire de façon disparate, il doit se faire de façon coordonnée, de façon réfléchie. Alors, si un développement n'est pas pensé, n'est pas réfléchi, il faut dire qu'on va naviguer à vue et ça va occasionner des pertes d'énormes ressources. Or, nous sommes dans un contexte de rareté des ressources. Il faut une bonne gouvernance pour que ces ressources soient bien gérées à travers des projets cohérents. Voilà résumé la pertinence de la conférence de planification initiée par le ministère d'État, ministère du Plan et du Développement avec l'appui du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Sur 4 jours, 70 responsables de la planification et des statistiques des ministères sectoriels se sont appropriés les outils modernes de la chaîne et ont pu comprendre la relation planification-budgétisation. Le problème qu'il y a souvent eu, c'est que nous faisons de la budgétisation sans prendre en compte la planification qui a été faite en amont. Et ça crée des dysfonctionnements. Et ça fait que nous engageons beaucoup de dépenses, mais ces dépenses ne reposent sur pratiquement aucune base. Et je pense que ces formations nous permettent d'arrimer véritablement dans nos pratiques la planification et la budgétisation. Le plan national de développement a été adopté en mars 2012 par le Conseil des ministres et par le Parlement en novembre de la même année. Les États-Unis d'Amérique volent au secours de l'État civil dans le département de Bouaké. Un important don d'équipements en matériel informatique a été fait à plusieurs mairies du département. Le donateur entend ainsi contribuer à la modernisation de l'État civil. Le commentaire de Charles Tetou. 17 ordinateurs, 7 imprimantes, 21 000 imprimés d'extraits de naissance et 700 registres d'état civil. Voilà le lot de dons du gouvernement américain au département de Bouaké. Ce don a été remis aux autorités préfectorales de Bouaké par les responsables de l'USAID. Il permettra à l'état civil des mairies et sous-préfectures du département de Bouaké de mieux assurer les déclarations de naissance. Au nom des bénéficiaires, le préfet du département de Bouaké, Konéaka, salue cette action des États-Unis, invitant les populations à faire des déclarations de naissance de leurs enfants. Je voudrais demander aux parents de déclarer les enfants. C'est des Américains qui ont été déclarés, qui sont allés à l'école, qui sont des grands hommes d'affaires, qui payent des impôts à l'État américain. Et ce sont ces impôts-là qui permettent de faire ce que nous sommes en train de faire. En prélude à cette remise d'équipement, l'USAID a formé 3 jours durant les leaders communautaires et religieux, les associations de jeunesse, les groupements de femmes et les agents de l'état civil.
Ceux-ci ont renforcé leurs connaissances sur les prescriptions légales en matière de déclaration des faits d'état civil, des règles de tenue et de conservation des registres. Un fonds pour soutenir les artisans de Côte d'Ivoire. L'État a mis en place ce fonds pour sortir l'artisanat du cadre informel et pour expliquer et sensibiliser les artisans de Boaké sur l'utilité de ce fonds. Le président du fonds d'appui à la promotion de l'artisanat a échangé avec les artisans de la région du Béquet. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Chaltatou. Les artisans représentent 25% de la population active, soit 4 millions d'habitants, et contribuent pour 12% au PIB. Cependant, ce secteur souffre du manque de ressources de financement de ses activités. Cette difficulté de financement des formations des acteurs et du renouvellement des outils de travail laisse ce domaine dans l'informel. Nos réelles difficultés sur le terrain, c'est des problèmes de financement, tout est bloqué. Nos souhaits que vraiment les choses reprennent. Conscient de cet état de fait, le gouvernement vient de mettre à la disposition des artisans un fonds d'appui à la promotion de l'artisanat, FAPA. Une tournée de sensibilisation et d'information des acteurs du secteur est entreprise sur toute l'étendue du territoire. Simplement pour tenir un langage de vérité, pour qu'ils se prennent en charge, pour qu'ils aient la responsabilité de ce qu'ils font, et qu'ils ne peuvent pas permanemment rester en attente, dire on doit compter sur l'État de Côte d'Ivoire qui doit tout faire. Le président du fonds a proposé aux artisans un mécanisme en vue de mobiliser des ressources additionnelles pouvant constituer un fonds de garantie fiable et viable pour des prêts. Cette tournée d'un mois sera l'occasion pour inviter tous les artisans à s'approprier ce fonds qui vient soulager le secteur de l'artisanat resté trop longtemps dans l'informel. Les jeunes de Boniérédougou ne veulent plus croiser les bras pour attendre la providence. Ils ont décidé de prendre leur destin en main à travers des petits métiers et sont confrontés cependant à des difficultés. On en parle avec Ouattara Madou Walter et Chaltatou. Située à 33 km de Dabakala, dans la région de Guimini, la commune de Boniérédougou compte 19 villages avec une population estimée à 10 000 habitants, dont 60% de jeunes. Ici, la jeunesse est en majorité paysanne. Cependant, la mévente des productions agricoles favorise la paupérisation de cette frange de la population. Cette situation crée également l'exode rural. On est dispersés, donc il faut qu'il y ait quelque chose pour nous aider à faire une coopérative, qu'il y ait des encadrés et qu'il oblige la jeunesse à faire des groupements. Ce que moi je souhaiterais pour la région, c'est qu'on achète la NACAD. C'est ça qui est notre base ici. Face à la situation, plusieurs jeunes s'adonnent à des petits métiers tels que le commerce, la menuiserie et la mécanique de moto pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Il n'y a pas de station ici. Et ici, c'est un peu difficile pour la population d'avoir l'essence. En fait, la vente de l'essence nourrit bien son homme. Il n'y a pas de honte à vendre l'essence. Bien au contraire, ça rapporte beaucoup. Un métier vaut mieux que sans diplôme. Et le métier est important. Il n'y a pas de retraite pour le métier. Ça fait 8 ans que si je fais ce travail, ce métier m'a beaucoup plu. Quand ça marche, on peut avoir 10 000 par jour. Voilà, donc quand ça ne marche pas, au moins c'est 5 000 par jour. Par ailleurs, dans l'exercice de leurs différentes activités, ces jeunes sont confrontés à d'énormes difficultés, au nombre desquelles le phénomène des coupeurs de route qui constitue un obstacle majeur à leur détermination. Les coupeurs de route, vraiment, moi, on m'a attaqué plusieurs fois. Donc, un peu, on a gagné, on s'arrache. C'est le lieu d'attirer l'attention des autorités de Boniérédougou en vue d'apporter un appui à ces jeunes qui exercent encore de façon informelle. Et le dernier titre de ce journal nous conduit au Zimbabwe où Robert Mugabe a été proclamé vainqueur de la présidentielle avec 61% des voix et une majorité des 2/3 à l'Assemblée. Le principal rival de Robert Mugabe, le Premier ministre Morgan Tsvangirai, est crédité de 34% des suffrages. L'opposition dénonce des irrégularités et annonce qu'elle ne participera pas au gouvernement issu des urnes. Au Mali, le second tour de la présidentielle opposera Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. Dans le camp d'Ibeka, c'est la sérénité, tandis que dans le camp de Soumaïla Cissé, c'est la joie.
L'annonce des résultats du premier tour de la présidentielle accueillie par des exclamations de joie par les partisans de Soumaïla Cissé. Pourtant, leur candidat n'arrive qu'en deuxième position, n'obtient que 19% des voix. Il est devancé de 20 points par Ibrahim Boubacar Keïta. Mais l'essentiel pour le Cissé est ce deuxième tour, quand une victoire de Ibeka avait été annoncée. Ce n'est pas normal qu'un seul candidat puisse battre tous ses candidats et dans toutes les localités du pays. Je vais dire là que les irrégularités qui ont été relevées ça et là sont connues. Dans sa première déclaration de candidat du deuxième tour, Soumaïla Cissé a une nouvelle fois dénoncé les irrégularités et exigé des mesures concrètes contre la fraude. L'arbre de la grande mobilisation du peuple malien le 28 juillet dernier ne doit pas cacher la forêt de l'impréparation, de la mauvaise organisation et de la fraude qui ont caractérisé le premier tour de l'élection présidentielle. Après avoir cru leur champion élu au premier tour, les partisans de Ibrahim Boubacar Keïta accueillent le deuxième tour avec fair play. Pas question de remettre en cause les résultats proclamés quand la participation est officiellement de 51% et que des satisfecits arrivent de toutes parts. On ne va pas contre la décision de la Cour constitutionnelle. On se prépare pour le deuxième tour. Voilà. Vous y allez en confiance? En toute confiance. Je pense que les jeunes sont très loin d'avoir, en tout cas, d'avoir perdu vraiment le courage. Ils sont organisés aujourd'hui. Ils sont vraiment décidés d'aller à l'assaut final. Le deuxième tour est prévu le 11 août. D'ici là, les jeux politiciens sont à l'œuvre. Ce samedi, Dramane Dembélé, arrivé en troisième position, a appelé à voter pour Ibrahim Boubacar Keïta contre l'avis de son parti, l'ADEMA. L'interdiction de manifester exaspère la population en Guinée. Le gouverneur de Conakry a interdit toute manifestation liée aux coupures d'électricité. Des bureaux pillés, saccagés, des véhicules incendiés. C'est tout ce qui reste du siège d'électricité de Guinée. La colère des manifestants est passée par là. Depuis 3 semaines, ils protestent contre les coupures incessantes de courant à Conakry. Comment vous pouvez imaginer, dans un pays comme le nôtre, qu'il n'y a pas à ce stade d'électricité en Guinée? Combien de gouvernements se sont succédés depuis 58 ans le jour? Les émeutes ont fait 13 blessés depuis jeudi. Moi, je ne peux même plus me calmer. Au Burkina Faso, la colère des étudiants de l'université de Ouagadougou. Prévenus la veille de la fermeture de leur cité universitaire pour les vacances, ils ont dû quitter précipitamment les lieux. Bilan des affrontements avec la police, 23 blessés, une cinquantaine d'arrestations et de nombreux véhicules incendiés. Signature d'un accord de libre circulation entre le Rwanda, le Kenya et l'Ouganda. À partir du 1er janvier prochain, leurs ressortissants pourront voyager dans ces pays munis simplement de leur carte d'identité. Les touristes, eux, n'auront besoin que d'un seul visa. La Tanzanie et le Burundi pourraient à leur tour prochainement signer cet accord. Des soins gratuits pour des centaines d'habitants de Dolisie au Congo. Pour la 3e année consécutive, des médecins français et congolais se sont installés à l'hôpital de la ville. Une mission humanitaire de quelques jours pour sensibiliser et soigner des personnes souffrant de maladies chroniques comme le diabète ou l'hypertension. Les patients ont pu bénéficier d'une prise en charge et de médicaments entièrement gratuits. La fraude sur la TVA et l'impôt foncier fait perdre plus de 100 milliards de francs CFA par an à l'État de Côte d'Ivoire. Dans sa volonté donc de trouver des solutions à cette situation, le gouvernement ivoirien a pris des mesures d'allègement au profit de l'impôt foncier. Et pour en parler, nous recevons le directeur du cadastre de la Direction générale des impôts, M. Cissé Aboubakari. Bonjour M. Cissé. Bonjour madame. Et bienvenue dans notre plateau. C'est nous qui vous remercions. Alors pour commencer cet entretien, pour bien planter le décor, on va commencer par la définition de l'impôt foncier. Qu'est-ce que c'est? Alors pour dire simplement, l'impôt foncier, c'est un impôt qui est dû en raison de la détention d'un bien immeuble. En d'autres termes, vous êtes propriétaire d'un terrain, vous êtes propriétaire d'une maison, vous devez payer un impôt foncier qui est votre contribution en raison de la détention de ce bien immeuble. Tout simplement. Et pourquoi l'impôt a été instauré? Alors, vous savez que l'impôt est la mamelle de l'État. C'est grâce à l'impôt que l'État a les moyens
de pouvoir engager des actions de développement. Alors, à partir de ce moment-là, chaque citoyen doit pouvoir apporter sa contribution pour permettre à l'État d'avoir suffisamment de moyens pour engager les actions de développement. Il est bon de souligner qu'en ce qui concerne l'impôt foncier, pour aller dans les détails, c'est que c'est un impôt qui se décline à un impôt sur le patrimoine foncier. C'est-à-dire, vous êtes propriétaire de votre maison, payez un impôt foncier, parce que la maison, c'est votre patrimoine. Il y a aussi l'impôt sur le revenu foncier. Vous avez une maison qui est en location, vous payez un impôt relativement au loyer que vous percevez. Et vous avez les représentations diplomatiques et qui ne payent pas d'impôt foncier, mais qui payent la taxe de voirie, d'hygiène et d'assainissement. Et tous ces impôts-là sont destinés à alimenter les caisses de l'État pour permettre à l'État d'avoir les moyens pour engager le développement. Est-ce qu'on n'arrive pas à comprendre, dans certains cas, c'est l'impôt qui est payé sur des terrains nus, par exemple? Alors, l'impôt est payé sur les terrains nus parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'impôt est dû en raison des revenus que vous percevez, mais l'impôt est dû aussi en raison du patrimoine que vous possédez. Vous avez un terrain nu. Pour que ce terrain ait de la valeur, il faut qu'il ait de l'électricité, des poteaux électriques, il faut qu'il ait le téléphone, il faut qu'il ait des voies pour accéder à votre terrain, il faut que les ordures ménagères autour de votre terrain soient ramassées. Mais toutes ces actions sont entreprises par l'État. Mais des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, vous avez des terrains, c'est difficile d'avoir accès à des terrains, il y a des dépotoirs. Oui. Et quand même, vous payez l'impôt? Vous payez l'impôt parce que tout est question de planification. Le développement se fait progressivement. Il y a des endroits qui étaient des dépotoirs hier, mais qui aujourd'hui ne sont plus des dépotoirs, qui sont des endroits dont le cadre est totalement assaini. Donc au fur et à mesure que l'État a les moyens, il engage des actions de développement. Mais vous savez, c'est des processus qui sont mis en œuvre et ça ne peut pas se faire aussi rapidement qu'on le veut. Est-ce qu'on peut avoir une idée du pourcentage, je dirais, du partage de l'impôt? Combien de pourcents pour l'État, combien de pourcents pour les communes et pour les départements? Alors c'est une très bonne question parce que la loi portant orientation de l'organisation de l'administration territoriale a institué 2 collectivités territoriales. Il s'agit de la commune et de la région. Évidemment, ces collectivités qui ont été instituées ont besoin de moyens pour faire du développement local. À partir de ce moment-là, l'impôt foncier, qui est l'impôt par l'excellence des collectivités locales, c'est-à-dire l'impôt là même qui permet aux collectivités d'engager le développement, subit la répartition que je vais vous décliner tout à l'heure. Pour l'impôt sur le patrimoine foncier, vous avez 35% de cet impôt qui va aux communes, 30% à la région, 10% pour l'organisme chargé de l'assainissement et vous avez 20% qui va à l'organisme chargé de ramasser des ordures ménagères. Vous avez parlé des dépotoirs tout à l'heure. Voilà 20% qui va à l'organisme chargé du ramassage des ordures ménagères. Pourtant, on constate que les villes de Côte d'Ivoire ne sont pas très propres. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on constate quand même un léger mieux. Alors, ceci étant, l'impôt maintenant, parce qu'il faut aussi parler de l'impôt sur les ensembles agricoles, parce que les exploitations agricoles détenues par des personnes morales payent aujourd'hui un impôt foncier sur le patrimoine. Et cet impôt, nous avons 30% de cet impôt qui va aux communes et 60% aux régions. Quand vous voyez les grandes plantations de café cacao, d'anacarde, de palmier, il va sans dire que cet impôt bien recouvré permettra aux régions de pouvoir engager vraiment des actions de développement. Et justement, on constate que l'impôt que les Ivoiriens ne payent pas suffisamment leur impôt et dont les raisons évoquées, c'est la mauvaise utilisation des fonds. Ils n'ont pas l'impression que l'État travaille pour eux, ils n'ont pas l'impression que le département ou les régions utilisent véritablement ces fonds pour le développement. Alors là, vous posez une question de fond. La question que vous posez concerne la redevabilité, la question de la redevabilité. Je cotise, je paye un impôt, mais en retour, qu'est-ce que le paiement de mon impôt me rapporte? Je vous ai donné tout à l'heure la clé de répartition, mais il faut dire aussi que les populations sont en droit d'exiger de leur collectivité qu'il y ait une amélioration de leur cadre de vie, parce qu'effectivement, ces populations cotisent. Et d'importantes mesures ont été prises. D'abord, pour permettre aux citoyens ivoiriens de payer l'impôt dans de bonnes conditions, de payer son impôt dans des conditions aisées. Ensuite, le circuit de trésorerie
qui permet aux collectivités de disposer rapidement des recettes tirées de l'impôt foncier, ce qui a été considérablement amélioré. Et en plus de ça, ce qu'il faut retenir, c'est que désormais, quand une commune récupère son impôt, à l'époque, vous devez passer par le service de base, une recette de base qui récolte l'impôt, un receveur d'un quartier par exemple. Ensuite, l'argent va au receveur principal des impôts. Ensuite, cet argent va à la BCAO. Après la BCAO, le montant revient chez le trésorier général avant d'aller à l'ACCT, l'Agence centrale de la comptabilité du Trésor, avant que les communes ne disposent de leur impôt. Aujourd'hui, ce circuit a été amélioré. Dès que la recette de base se recouvre, ça va chez le receveur principal du rattachement et automatiquement, ça va chez le trésorier général du rattachement. Est-ce que cela garantit la bonne utilisation des fonds? La bonne utilisation des fonds. Alors, je pense que l'administration est organisée. Vous avez l'inspection d'État. Vous avez au sein du ministère de l'Intérieur des inspections. Et vous avez au niveau même de la présidence des inspections. Tous les fonds de l'État aujourd'hui, parce que nous le constatons, sont gérés avec une grande rigueur. Et à tout moment, vous pouvez avoir des inspections pour vérifier la destination des fonds qui vous sont donnés. Mais au-delà de ça, je vous ai parlé de la redevabilité de l'impôt parce que les populations aussi doivent pouvoir exiger de leurs responsables la clarté et la transparence dans la gestion de leurs impôts. C'est ce que vous leur suggérez? Il faut suggérer, et nous-mêmes, en tant que force vive de la nation, nous cotisons et nous devons pouvoir demander des comptes à nos collectivités. Prenez certains pays européens. Une voiture passée sur une voie d'un quartier, il y a un nid de poule, votre pneu éclate, mais la responsabilité du maire est engagée totalement. Mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est un bon processus. Les Ivoiriens commencent à être beaucoup plus ouverts sur ces questions. Vous avez des associations de consommateurs, vous avez dans les villes aujourd'hui des groupes de pression. Et je pense que de plus en plus, nous demanderons des comptes à nos élus en raison de la redevabilité de la question de l'impôt. Nous payons et en retour, nous devons pouvoir avoir des avantages et un cas de vie amélioré. Je vais vous poser la question que certainement que tout le monde attend. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne paye pas l'impôt? L'impôt, c'est la loi. Contrevenir à l'impôt, c'est contrevenir à la loi. Et quiconque contrevient à la loi est passible de sanctions. Est-ce qu'on peut avoir un cas concret? Alors, si vous ne payez pas vos impôts, il y a une double sanction. Une sanction fiscale et une sanction pénale. La sanction fiscale se décline en intérêt de retard et en majoration, de même que des amendes qui vous sont appliquées. Vous pouvez payer jusqu'à 100% de pénalité, voire 150 ou 200% en raison des difficultés que vous faites à l'action du fisc ou en raison des fraudes que vous organisez volontairement pour vous soustraire, n'est-ce pas, à l'action du fisc. Et qu'est-ce que vous faites pour obliger? Moi, je suis dans l'obligation parce que des amendes, on doit payer des amendes. Mais qu'est-ce que vous faites pour obliger les personnes à payer l'impôt? Alors, je vais rapidement finir sur la question et je vais revenir à votre question tout à l'heure. Alors, donc, comme je l'ai dit, la sanction fiscale, les amendes, les pénalités, les majorations. À côté de ça, vous avez maintenant la sanction pénale. Vous avez fraudé au fisc, vous pouvez aller en prison et la peine peut aller de 1 mois à 2 ans avec des amendes de 500 000 francs à 30 millions. Si vous récidivez dans les 5 ans, l'amende part de 1 500 000 à 100 millions et vous pouvez partir en prison de 1 an à 5 ans de prison. Et en plus de ça, pour votre honneur, vous savez, le prononcé du jugement va être publié dans 4 parutions de Côte d'Ivoire, 7 fois successivement. Vous imaginez, vous êtes dans un village, vous avez des proches, l'opprobre que cela peut créer quand on verra votre nom dans les journaux, parce que vous n'aurez pas satisfait à vos obligations des citoyens. Est-ce que, M. Cissé, ça, ce sont des lois qui existent depuis plusieurs années. Est-ce que ça a déjà été fait ici en Côte d'Ivoire? Alors, vous savez, la sensibilisation précède la sanction. De plus en plus, l'État de Côte d'Ivoire est en train de s'engager dans cette voie. Mais pour s'engager dans cette voie,
il faut faire un travail de sensibilisation. L'État de Côte d'Ivoire perd plus de 100 milliards de francs CFA et l'État est encore dans la sensibilisation. Non, alors ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. L'État paie plus de 100 milliards, mais c'est 100 milliards maintenant, mais il y a 3 ans, il y a 4 ans, ce n'est pas 100 milliards. C'est-à-dire, au fur et à mesure, les poches de résistance continuent de s'amenuiser. Et c'est pour cela qu'il faut saluer l'action du directeur général des impôts, M. Kwaku, M. Pascal Abina Kwaku, pour l'effort de décentralisation qui a été fait. Aujourd'hui, dans tous les quartiers, vous avez des services et des recettes des impôts. Aujourd'hui, dans les manuels scolaires, on apprend à nos enfants qu'est-ce que c'est que l'impôt. Donc, ce travail de formation, de sensibilisation, de formation à la base, et dans les quartiers, en raison de la proximité, commence à incruster la notion de l'impôt dans la tête des Ivoiriens. Il y a eu un abattement. L'annexe de 2011 a fait un abattement de 25% sur les arriérés de l'impôt foncier et sur les encours pour les entreprises et pour les personnes morales. L'année passée, un abattement de 25% sur les arriérés et sur les encours pour les personnes physiques. Et cette année, la mesure d'abattement de 25% se poursuit. En d'autres termes, si vous devez payer un impôt de 12 000 et que chaque mois vous payez 1 000 francs, à partir de septembre, vous ne payez plus d'impôts parce que vous aurez payé votre impôt et vous aurez l'abattement de 25%. Et justement, concernant ces mesures d'allègement, est-ce que ça ne peut pas produire l'effet contraire? Est-ce que ce n'est pas quelque part encourager les populations à ne pas payer l'impôt ou attendre à la fin de l'année, sachant qu'il y aura abattement? Alors, les mesures d'allègement, il faut comprendre aussi que nous sortons d'un contexte difficile. La crise est passée par là. Beaucoup d'entreprises ont été sinistrées. Il fallait des mesures d'allègement pour accompagner ces entreprises qui, pour certains, ont perdu l'ensemble de leur outil de production. C'est ainsi que certaines entreprises ont vu la remise totale ou partielle de leur impôt en raison de la gravité du sinistre qui a été subi. À côté de ça aussi, il faut dire que les abattements ont permis à certaines personnes de mettre leur compteur à zéro. Parce qu'aujourd'hui, avec la rigueur au sommet de l'État, vous avez subi lors des élections, tous les candidats au poste électif, l'une des pièces exigées était l'attestation de régularité fiscale. Donc aujourd'hui, les députés, les maires, les conseillers régionaux, toutes ces personnes, pour la plupart, sont en règle de leur impôt foncier. Voilà. Aujourd'hui, vous pouvez avoir l'ensemble de vos avis d'impôt foncier en allant sur Internet. Vous allez sur le portail de la DGI, il y a une fenêtre qui est ouverte. Une fois que vous servez cette fenêtre en mettant votre adresse mail et votre numéro de compte contribuable, vous pourrez désormais avoir tous vos avis d'impôt directement sur le mail. Donc, beaucoup d'améliorations ont été apportées pour faciliter la tâche à l'Ivoirien. Aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 5 mois de la fin de l'année. La mesure d'abattement continue de courir. C'est le lieu pour moi de profiter de votre antenne pour appeler l'ensemble des Ivoiriens à venir massivement dans les recettes des impôts fonciers pour s'acquitter de leurs cotisations. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, personne ne peut se soustraire à l'impôt foncier. Et récemment, nous avons des drones qui sont passés. Vous savez qu'une maison ne peut pas se cacher. Plusieurs maisons ont été identifiées. Et malheureusement, certaines personnes jusqu'aujourd'hui continuent de se soustraire. La sanction fiscale et la sanction pénale, ces deux sanctions sont tellement lourdes que je pense qu'il est mieux, surtout que nous sommes en phase d'allègement et de facilitation, que nos concitoyens, redevables d'impôts fonciers, accourent vers les recettes pour s'acquitter de leurs cotisations. Et c'est avec cet appel que prend fin cet entretien. Merci, M. Sissi, d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie, Merci madame. pour toutes ces informations. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Que votre étoile brille partout et toujours. À bientôt.